ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune patrimoine mondial est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible. Mobilisation générale contre l'agression rwandaise et contre le plan de balkanisation de la RDC. Des milliers de jeunes rejoignent les rangs du FARDC. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a visité les recrues en formation à la base militaire de Kitona au Congo central. Des Tutsis congolais se lèvent et se désolidarisent du M23 et de Kigali. La communauté Tutsi du Nord Kivu, par son président David Fati, condamne le massacre de 300 civils à Kishiché et présente les condoléances aux familles des victimes. Voilà 10 ans que la Sokimo est au point mort. Le directeur général nouvellement nommé sollicite l'appui du gouvernement pour relancer cette société minière de Kilomoto. Le DG de la Sokimo est en ce jour à Bunia dans l'Ituri. Merci d'être de nouveau parmi nous pour vous informer. Bienvenue parmi nous. Et lutte contre l'agression rwandaise de la République démocratique du Congo. Eh bien, ils sont des milliers de jeunes Congolais qui ont répondu à l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eh bien, des jeunes recrues qui sont déjà en formation à la base militaire de Kitona, dans la province du Congo central. Eh bien, ce jeudi, le commandant suprême des forces armées de la RDC, de la police nationale congolaise, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est descendu à la base de Kitona pour visiter ces jeunes Congolais qui sont déjà en pleine formation pour rejoindre les rangs de l'armée régulière en vue de lutter contre tout projet de balkanisation de la République démocratique du Congo et contre l'agression rwandaise. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et commandant suprême des forces armées de la RDC, et la police nationale congolaise a aussi saisi cette occasion pour rassurer les éléments des forces armées de la RDC de son soutien dans l'exécution de leurs tâches régaliennes de défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo.
Et agression rwandaise de la République démocratique du Congo toujours. Eh bien, le mouvement du M23 veut négocier avec le gouvernement central de la RDC. La société civile ainsi que les acteurs politiques congolais disent niet, car négocier avec les M23, ça serait négocier avec des terroristes. Josué Ngoy, Bijou Yidi. Alors qu'ils se disent prêts à se retirer de territoires occupés dans l'est de la République démocratique du Congo, le mouvement terroriste du 23 mars dit M23 exige des négociations avec Kinshasa. Une exigence qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, notamment auprès de la société civile qui rejette en bloc et dit non à un quelconque rapprochement. Pouvez-vous accepter quelqu'un qui a violé, qui a brûlé les villages? Pourquoi n'avez-vous cherché le dialogue avant de tuer? Parce qu'il parle de dialogue, c'est vague. Quel est le point qui pose problème sur lequel on va dialoguer? Pour intégrer l'armée, et nous disons non. On peut intégrer l'armée sans prendre des armes. Et si cela pouvait arriver, nous serons en face du gouvernement. Les politiques également s'y opposent car on ne négocie pas le respect, disent-ils. C'est très simple. On ne négocie pas le respect. Et cela signifie que, vous savez que le M23 était déjà un mouvement de fait. Joseph Kabila Kabange a eu déjà paralysé à mettre fin avec ces mouvements. Alors on ne peut pas accepter aujourd'hui revivre encore le même mouvement sur notre sol. Donc il n'y a pas question de négocier avec un mouvement qui a déjà été de fait. Il semblerait que selon les M23, ils ont eu à faire des accords, ils ont eu à discuter, ils ont eu à parler avec les régimes en place, tout ça, etc. Alors nous qui prenons la paix, nous qui défendons l'intérêt de nos frères et sœurs à l'est du pays, nous ne jurons que sur la paix. S'il y a quelque chose sous coulisses, s'il y a l'anguille sous roche, donc je crois que ces régimes peut voir avec le M23 qu'est-ce qu'il faut faire. Mais nous, en tout cas, on ne peut pas autoriser des négociations avec un mouvement terroriste qui a déjà été défait. De l'Ituri, c'est dans un autre esprit que les représentants de Codeco, FPIC, FRPI ont regagné la province de l'Ituri. Ils sont arrivés à Bunia ce jeudi et de leur arrivée, les représentants de Codeco, FRPI et FPIC ont invité leurs éléments à renoncer à la violence et surtout à ne pas céder à la provocation, d'où qu'elle vienne. Joachim Jotampitsua. Des retours de Nairobi au Kenya, le délégué de la milice Codeco, FPIC et FRPI, reçu par les gouverneurs militaires de l'Ituri à Bunia, disent être déterminés à cesser les hostilités et à demeurer dans le processus de paix. C'est Bassa Zoukba Gerson, le porte-parole et chargé des relations publiques du mouvement URDPC par Codeco. Nous avons l'obligation de respecter le processus de paix déjà amorcé. La population doit vaquer librement à leurs occupations. Moi c'est Kaboulabo Nyamabo Jaberkmas, porte-parole FPIC. La FPIC est déterminée pour la paix et de bien gérer sa responsabilité sans aucune provocation. C'est le bon moment de construire notre pays pourvu que demain nous soyons aussi errés comme les autres vivent dans leur province. Je suis colonel Mono Munobi Alberto, chef de l'administration FRPI et porte-parole. À la population iturienne d'être calme car les trois pierres d'espoir de la cuisine iturienne, FPIC, FRPI et Codeco parlent le même langage et tout ira dans la positivité. Et d'ailleurs, je demande aussi à la milice Zahir d'emboîter les pas. Et c'est ça. Ils exhortent le gouvernement congolais d'accélérer le programme de désarmement et de mobilisation. Au gouvernement vraiment d'accélérer tous les programmes, le PDDRCS, et ça sera vraiment bon, car tout le monde a besoin de paix, rien que la paix. Le lieutenant général Lubo Nkasha Majoni les encourage à respecter leurs engagements car l'heure a sonné pour la paix et le développement en Ituri. Rappelons qu'à Nairobi, phase 3, la milice Codeco très active en territoire d'Ndjougou a été représentée par 7 personnes, FRPI 4 délégués et FPIC très active en territoire de Houmou a été représentée par 3 de ses membres.
Et toujours en rapport avec l'agression rwandaise de la République démocratique du Congo dans l'actualité nationale et même internationale, ce sont les massacres de Kishiché où 300 civils congolais ont péri, tués et éliminés par des miliciens M23 et l'armée rwandaise. Voilà qui a choqué la communauté nationale en RDC et même le monde entier. Une messe a été dite ce jeudi en la paroisse Sacré-Cœur de Kinshasa. Le gouvernement de la RDC a été représenté par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya. Cette messe a été demandée par la communauté Hutu vivant à Kinshasa. Suivez. Le gouvernement congolais n'est pas resté sans mot par rapport au massacre de Kishiché dans le Rutshuru au Nord Kivu. À travers une messe organisée par la communauté Hutu vivant à Kinshasa à la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe en mémoire de victimes du dit massacre et celle des atrocités du Rwanda en RDC, le ministre de la Communication Patrick Muyaya, représentant le gouvernement, a dénoncé tout haut l'ennemi de la République démocratique du Congo qui est le Rwanda. À cette occasion, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a souligné que cette célébration est un nouvel appel à l'unité et à la solidarité nationale. Il a également indiqué que la justice internationale est saisie pour diligenter les enquêtes de ce massacre des civils et promet des obsèques dignes pour les victimes. Au-delà de la justice, au-delà du deuil, les compatriotes qui sont décédés méritent chacun une sépulture. Nous nous assurerons, dès que les choses seront rétablies, pour que la paix de leurs âmes puisse être consacrée suivant nos traditions. Plusieurs autres autorités ont pris part à cette messe, notamment le député national Elvis Moutiri, qui a invité le peuple congolais à participer massivement à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État. Pour rappel, en date du samedi 26 au dimanche 27 novembre dernier, plus de 250 personnes ont été massacrées à Kishiché en territoire de Rutshuru dans le Nord Kivu. Et massacre toujours de plus de 300 civils congolais à Kishiché, village du groupement de Bambo, territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Eh bien, la communauté Tutsi vivant dans la province du Nord Kivu condamne ces exactions commises par les terroristes du M23 et leurs alliés rwandais. Le président de la communauté Tutsi, David Fati, a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Il a aussi tenu à préciser que les Tutsis vivant en RDC ne soutiennent pas le M23. On l'écoute au micro de Mao Zigabe. Qu'on se le dise, en tout état de cause, où a-t-on vu des Hutus sans voir les Tutsis? On a toujours coexisté, cohabité, et pour preuve, nous partageons la même langue, nous partageons la même culture, nous partageons même les clans, les dénominations des familles. Cependant, pour ce qui est de l'appui des forces extérieures au Congo sur le mouvement M23, tout le monde peut dire ses propos. Et les enquêtes ont prouvé qu'ils ne sont pas appuyés de l'intérieur, moins encore des Tutsis du Congo, puisque ce ne sont pas nous qui finançons cette guerre. Avec quelle capacité? Nous sommes à quel nombre pour supporter pareille guerre? Franchement parlant, ces propos du grand notable n'engagent que sa personne, et dire que le plan du Rwanda et de l'Ouganda, c'est de venir exterminer les populations bantoues du Congo, moi je m'inscris en faux et archi faux, puisque l'Ouganda et le Rwanda réunis ne sauraient exterminer la population bantoue du Congo. Et pourquoi et pour faire du Congo quoi? Ils n'ont pas de population pour contenir le Congo. Alors que le Congo peut contenir la population du Congo, du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie,
sans être saturé. Et ces massacres de plus de 300 personnes, des civils lâchement assassinés par les terroristes du M23 et leurs alliés rwandais en représailles à des affrontements vient porter à plusieurs millions le nombre de civils déjà tués dans cette partie de la République démocratique du Congo depuis cette instabilité occasionnée par les voisins rwandais et d'autres pays. Et pour tous ces morts civils de ces derniers jours, les jeunes de la ville de Béni, toute tendance confondus, ont organisé un deuil collectif au stade officiel de basketball local, deuil organisé mercredi Calmer. Ces jeunes, dont la plupart sont du mouvement Lutte pour le changement, étaient munis des calicots sur lesquels on pouvait lire différents messages réclamant la paix. L'objectif était de rendre hommage aux Congolais tués au Nord Kivu, Ituri et ailleurs, tel qu'explique ici Chabani Losuire, militant de la lucha. Pour essayer de rendre un hommage vibrant aux Congolais qui nous laissent dans cette guerre qui, des fois, est multiforme. Nous pensons que la communauté internationale a un rôle à jouer, surtout de dire directement ou alors pointer du doigt tous ces pays, notamment les Rwandais et l'Ouganda, qui, de certaine manière, jouent à l'hypocrisie, alors que nous savons très bien quel apport ils ont par rapport en fait, à ce que nous sommes en train d'observer actuellement. Lors de la cérémonie, ils ont imprimé différentes couleurs sur une étoffe blanche, le rouge comme sang qui a coulé, le jaune comme de l'espoir et le noir comme le deuil. Stéphanie Mbafumoja, l'une des jeunes des Béni, estime qu'il est temps que les autorités mettent fin aux tueries. Elle reste convaincue que les FARDC bien encadrés en sont capables. Perdre des vies, ce ne sont pas que des statistiques. Les chiffres que nous sommes en train de voir par-ci par-là ne sont pas que des statistiques. Ce sont des êtres humains, ce sont des Congolais qui avaient de projets d'avenir mais qui meurent parce qu'il y a cette inconscience, il y a cet égoïsme politique de la part de nos dirigeants qui ne veulent pas prendre les choses au sérieux. Il y a le Rwanda qui nous menace, il y a beaucoup d'autres pays qui viennent sur notre terre pour une raison de dire défendre ou ramener la paix. Il y a toute la communauté de l'Afrique centrale qui est là, juste pour une mission. Il y a aussi la MONUSCO, mais tout ça, on n'a pas encore la paix. Je pense qu'il est temps que les chefs de l'État fassent d'abord confiance à son peuple, qu'il fasse confiance à son armée. L'armée, elle est capable. Il suffit juste des officiers affairistes de réformer l'armée, d'affecter tous les moyens nécessaires à l'armée pour que la paix revienne. Avec des bougies à la main, ces jeunes ont clôturé leur manifestation tard dans la soirée avec espoir de voir un jour la paix revenir sur l'étendue de la RDC. Et nous allons changer de registre pour parler à présent du processus électoral. Eh bien, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a lancé ce jeudi la formation des formateurs du premier niveau dans le cadre de la révision du fichier électoral. L'objectif est de transmettre des connaissances en vue d'une meilleure gestion des outils qui seront mis à la disposition des agents préposés aux tâches liées aux opérations de révision du fichier électoral dans l'ère opérationnelle de Arlette Ngomba Moulimbia, Bénédicte Ndembe. Durant 7 jours, il sera question pour les membres du cabinet, cadres et agents de la CENI et procéduriers d'acquérir des compétences complémentaires afin d'optimiser leurs performances. L'objectif poursuivi au finish est la transmission des connaissances pour une meilleure gestion des outils qui seront mis à la disposition des agents préposés aux tâches liées à la révision du fichier électoral dans les 9 provinces composant l'ère opérationnelle 2. Chacun de vous est dans l'obligation de comprendre clairement les innovations introduites dans cette opération, telles que la capture de l'iris ou encore la prise en charge de l'application de pré-enregistrement des électeurs. Ces innovations vont améliorer sans doute les aspects de cette opération capitale pour la tenue effective des scrutins prévus le mercredi 20 décembre 2023. Occasion pour le président de la centrale électorale d'appeler les participants à l'assiduité. Nous attendons de vous une exemplarité sans faille, une assiduité permanente et un engagement sincère. Vous êtes donc appelés à acquérir la maîtrise des procédures de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, à utiliser le kit fourni par notre partenaire Miro System, ainsi que les panneaux solaires
et le matériel de transmission. Pour sa part, Paul Moindo, superviseur de la formation, a souligné le caractère indispensable d'une formation faisant évoluer les acquis pour gagner en efficacité. Notez que 10 provinces composent l'ère opérationnelle 1 où le go de la révision du fichier électoral sera donné le 24 décembre courant et va durer 30 jours. Le directeur général de la Sokimo, Société minière de Kilomoto, directeur général nouvellement nommé par le chef de l'État, est en séjour à Bunia, dans la province de l'Ituri. Eh bien, au cours d'une conférence de presse, il a indiqué avoir besoin de l'appui du gouvernement central de la République démocratique du Congo pour relancer cette société minière de Kilomoto, Sokimo, qui est au point mort depuis plus de 10 ans. Joachim Jotam Pitsua. La société minière de Kilomoto Sokimo, presque moribond il y a plus de 10 ans, peut se relever. Le nouveau directeur général rassure. Vous verrez les jours à venir les actions que nous allons mettre en place afin que cette relance dont nous tous, c'est là notre souhait, soit effective. À ce jour, une grande partie des carrés miniers de cette entreprise publique est occupée par des miliciens et transformée à une zone d'exploitation artisanale, a déploré Bonongo Tokole. Nous sollicitons le gouvernement de rétablir la paix à l'est du pays. Lorsque nos carrés miniers sont mis en valeur, c'est à ce niveau-là que nous pouvons sécuriser nos périmètres d'exploitation. Les défis sont énormes. La nouvelle équipe sollicite plus de moyens pour relancer les activités minières de la Sokimo, pouvant ainsi permettre d'améliorer les conditions sociales des agents impayés depuis plusieurs mois et au même moment créer des emplois aux jeunes ituriens. Pour relancer cette entreprise, ce qui est sûr et certain, nous avons besoin de financement. Et c'est pourquoi aussi j'ai fait un appel au gouvernement de nous venir en aide, car vous savez que la production industrielle demande autant de moyens, mais aussi à notre niveau, à l'issue de ces plans de développement stratégique, que nous allons lever les fonds à nos partenaires qui vont nous venir en aide pour que la relance soit effective. Le nouveau directeur général, en tête d'une forte délégation, s'est imprégné de l'état des lieux pour mieux orienter le plan de relance de la Sokimo. Quittant la province de l'Ituri pour celle du Haut-Katanga. Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, connaît ces derniers jours de sérieux problèmes de coupure d'électricité. Voilà qui a justifié la convocation par le gouverneur Jacques Kabula Katwe des responsables de la SNEL, la Société nationale d'électricité, pour une solution urgente, surtout pendant cette période des fêtes. Le gouverneur Jacques Kabula Katwe a saisi cette occasion pour manifester sa désapprobation face au phénomène vente des câbles qui ont été récupérés dans les mains des malfrats. Didier Mumba, depuis Lubumbashi. C'est suite aux multiples plaintes de la population de Lubumbashi par rapport aux coupures intempestives du courant électrique que le gouverneur a convoqué en urgence les responsables de la SNEL en province. Jacques Kabula Katwe a associé à cette réunion quelques élus de Lubumbashi, le ministre provincial de l'Intérieur et les membres du conseil provincial de sécurité. Le gouverneur a donné des instructions fermes à la SNEL afin que le Louchois soit desservi normalement en énergie électrique comme auparavant et surtout pendant cette période de festivités. Jacques Kabula Katwe a également déploré la vente des câbles sectionnés et autres mitrailles de la SNEL aux tierces personnes par la Société nationale d'électricité elle-même. Ceci ne facilite pas la tâche au service de sécurité. Nous ne pouvons pas accepter cela parce que c'est une politique qui incite les voleurs à aller encore voler les câbles pour que la SNEL puisse le revendre en cas d'arrestation comme c'était le cas. Et nous, l'État, nous ne pouvons pas accepter ça. Et c'est comme ça que nous avons mis en garde l'équipe de la SNEL ici, évidemment qui a avoué que c'est Kinshasa, la direction nationale qui a pris cette politique. Et je crois que l'IGF est sur les dossiers au niveau national. Nous ne pouvons pas accepter ça. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, voudrait que la population soit servie en électricité et il ne voudrait pas que les agents de la SNEL soient des commerçants. Qu'ils ne soient pas des commerçants de câbles, non, pas du tout. Le gouverneur Jacques Kabula Katwe veut ainsi mettre fin à ce cercle vicieux. L'exécutif provincial du Haut-Katanga est déterminé à aider la SNEL à protéger son patrimoine et non à le brader.
Et le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, séjourne en Afrique du Sud. Ce jeudi, il a visité à Durban les usines de la société Future Life, spécialisée dans l'agroalimentaire. Cette entreprise sud-africaine rassure qu'elle va accélérer son implantation dans certaines zones économiques spéciales de la République démocratique du Congo, en particulier celle pilote de Maluku, Obed Kombale. Après avoir participé au sommet commercial germano-africain à Johannesburg, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, accompagné de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, accrédité en République sud-africaine, Fidel Moula Djabinene, s'est rendu ce jeudi à Durban. Sur place, le ministre de l'Industrie et sa suite ont visité les usines de la société Future Life, spécialisée dans l'agroalimentaire en République sud-africaine. Très émerveillé par les sérieux de cette société, le ministre de l'Industrie a invité Patrick Solo Nodada, chairman de Future Life, de venir installer rapidement ces usines dans les zones économiques spéciales congolaises pour ainsi réduire la facture des importations des produits alimentaires. Comme vous le savez, depuis un certain temps, le président de la République nous a assigné la mission de devoir promouvoir la transformation de nos produits localement. La RDC importe pour 2,5 milliards de dollars chaque année les produits agroalimentaires. Et donc on ne peut pas continuer comme ça à sortir des devises alors que nous avons les matières premières que nous pouvons transformer localement pour donner des produits à nos populations. Et la spécificité que nous avions trouvée chez l'entreprise de Future Life, c'est qu'il fait des produits qui peuvent être utilisés dans des moments spécifiques comme en RDC. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas besoin de préparer, mais qui peuvent avoir les produits avec des sachets emballés, poudre et eau. Et cela constitue une ration nutritive avec une particularité que la ration peut procurer de l'immunité même au corps. Et donc je suis passé ici à Durban, en Afrique du Sud, pour me rendre compte, comme dans une sorte d'émission de due diligence. Après les contacts à Kinshasa et ma descente ici à Durban, nous allons maintenant passer à la phase de savoir comment il doit s'installer progressivement dans notre pays. Pour que nos maïs, notre soja et tous nos produits alimentaires qui pourrissent ça et là, eh bien, bénéficie de son expertise en les transformant localement. Signalons que cet investisseur sud-africain a rassuré Julien Paluku Kaongia qu'il va accélérer l'installation de son entreprise en République démocratique du Congo. Retour en RDC, direction la province du Sud Kivu, où la guerre et l'instabilité sécuritaire récurrente ainsi que la pauvreté ont créé une catégorie d'adolescents et jeunes vulnérables sans appui familial ni bagage scolaire. Eh bien, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le projet de résilience en éducation appuyé par UNICEF, tente de leur redonner un nouvel avenir grâce à l'apprentissage de métiers. La directrice régionale des UNICEF en Afrique centrale et du centre, Marie-Pierre Poiret, est personnellement descendue suivre de près l'évolution de cette initiative dans les territoires de Walungu. Ernest Mouero pour le reportage. C'est une visite qui a permis à la directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de constater la transformation en un temps record, soit moins d'une année de formation dans le métier pour ces adolescents et jeunes, tantôt orphelins, tantôt issus des ménages des déplacés des guerres, tantôt victimes ou nés des viols, ou encore abandonnés après avoir été recrutés ou tirés des groupes armés. Dans le groupement d'Izégué, l'hôte de la province a visité Blaise Koulimouchi, qui après avoir reçu son kit de réinsertion en menuiserie, a ouvert son propre atelier. J'avais reçu l'aide de l'UNICEF et j'en suis reconnaissant car c'est cela qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ma vie a beaucoup changé parce que grâce à UNICEF, j'ai construit ma maison et je me suis marié. J'ai une femme et un enfant et nous vivons de la menuiserie. Je fabrique les portes, chaises, tables, armoires. Dans le seul territoire de Walungu, 550 jeunes et adolescents, dont 343 filles ayant fini leur formation, sont encadrés dans 47 ateliers d'apprentissage grâce à ce projet de résilience. Certains sont dans la menuiserie, la pâtisserie, la coiffure, la mécanique et la plupart dans la couture. Un jeune qui peut-être ne voyait pas d'opportunité pour son avenir, en très peu de temps,
a repris le contrôle de sa destinée et est capable de subvenir à ses besoins, à ceux de sa famille. UNICEF, nous pouvons simplement dire à toutes les bonnes volontés, les bailleurs, ceux qui s'intéressent à l'avenir de la RDC, que nous avons des solutions qui sont efficaces, qui ont des résultats tangibles, concrets et durables dans un temps remarquablement court. Il s'agit d'investir encore plus. Marie-Pierre Poirier félicite la synergie d'efforts UNICEF, gouvernement congolais et ONG locales dans ces challenges. Mais selon une étude en 2019, dans la seule province du Sud Kivu, les jeunes et adolescents dans la situation de vulnérabilité sont estimés à plus de 530 000 personnes. Et à Kinshasa, ce jeudi, les paysans et producteurs agricoles ont été sensibilisés au siège de l'Union des coopératives maraîchères sur le danger des pesticides dans l'environnement et la santé communautaire. Une initiative de l'organisation non gouvernementale SENADEP dans le cadre de la 6e édition du Festival alimentaire, un forum qui prône la culture alimentaire bio et saine. Bobo Mungongo. L'usage intensif et incontrôlé des pesticides toxiques prohibés, véritable danger pour la communauté et l'environnement. Cette réalité, vécue également en République démocratique du Congo, figure parmi les thèmes abordés en 6e édition du Festival des films alimentaires. Au siège de l'Union des coopératives maraîchères de Kinshasa, Angile Sekomaf, cette séance de projection des films sur la culture de l'alimentation bio face aux pesticides par les encadreurs et formateurs du Centre national d'appui au développement et participation populaire SENADEP était l'occasion d'échanger et d'informer de façon objective les paysans et producteurs agricoles sur l'utilisation disproportionnée et abusive des intrants chimiques, un risque avéré pour la santé des consommateurs et sur l'écosystème, en particulier les sources d'eau. Les maraîchers de Kinshasa ont formulé quelques recommandations. À l'État congolais de rendre public et de mettre à jour régulièrement la liste de produits de pesticides prohibés, d'assurer l'effectivité du service de contrôle des végétaux et de les doter de moyens conséquents pour qu'ils soient à mesure de remplir correctement ses obligations et d'accompagner les producteurs agricoles familiaux, de s'impliquer davantage pour éradiquer les produits prohibés dans les circuits de commercialisation dans le pays. Notez que le Festival des films alimentaires est un projet pédagogique et artistique organisé chaque année par l'ONG SOS Fin à travers ses partenaires dans le SENADEP dans le but d'amener les participants à échanger sur les pratiques agroalimentaires de chez eux et de tirer les conclusions sur les bonnes expériences à capitaliser. Et voilà, fin de cette édition journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur Digital Congo pour des programmes encore plus alléchants.